Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et le gouvernement d'Andorre d'avoir fait place à la danse dans cette université d'été consacrée à l'art. La danse, cette cendrillon des pratiques artistiques, en est souvent exclue. Je voudrais aussi vous remercier de tout mon cœur de m'accueillir de façon si chaleureuse et bienveillante. Pour commencer, je vais dire que bien sûr la danse est un art du mouvement, mais elle est aussi l'art d'arranger des corps dans l'espace. Ces corps établissent des relations entre eux et ils établissent des relations avec l'espace, qui peut être une scène, une salle de danse, mais aussi tout un paysage. La danse est un champ d'expression culturelle mise en chair dans le corps. Elle touche à la communication et à l'expression d'un savoir et d'une identité. Dans ce sens, la danse n'est jamais anodine. Elle est porteuse de signification. Elle est symbolique. Les danseurs ont une intention. Ils agissent. Les danses sont des actes et non des représentations. La danse fait partie des techniques du corps, pour reprendre l'expression que Marcel Mauss nous a offerte en 1934 déjà. Pour Mauss, le corps est, et je cite, le premier et le plus naturel objet technique et en même temps moyen technique. Fin de citation. Il est et il fait. En même temps que les enfants apprennent à parler, et peut-être même avant, ils commencent à apprendre les techniques du corps de leur société. Dans ces techniques, nous trouverons les manières de se tenir à table, de s'asseoir, de marcher, par exemple. La danse fait ainsi partie des techniques du corps, avec d'autres mouvements spécialisés, comme certains savoir-faire professionnels, les techniques sportives, les arts martiaux. Mais elle est souvent plus complexe et elle engage l'intellect et l'affect de manière singulière. La danse est toujours appréhendée au travers d'un filtre culturel. Elle répond à une esthétique, elle peut raconter une histoire qui va avoir des thématiques ancrées dans un système de croyances. De ce fait, les anthropologies de la danse et de la musique ont pour domaine toutes les danses et toutes les musiques, pas seulement les musiques et les danses dites du monde. Chaque société a sa manière de catégoriser les actes physiques. Le patinage artistique, par exemple, est un sport, même si son esthétique est proche de celle de la danse académique. Par contre, l'exemple que je vais vous montrer, Transport exceptionnel, créé en 2005, fait partie de l'œuvre chorégraphique de Dominique Boivin, même si l'un des danseurs est une machine. Et nous avons un duo entre un danseur et une pelleteuse.
Boivin décrit cette œuvre comme un duo entre fer et chair. Pour lui, c'est un peu comme La Belle et la Bête, et nous voyons la pelleteuse non plus comme une machine, mais comme un bras humain qui repousse et qui cajole. Dans l'approche anthropologique, toute action, objet est située dans son contexte social, culturel, politique ou religieux. Les différents domaines de l'existence humaine sont mis en relation pour trouver peut-être des structures sous-jacentes partagées. Prenons maintenant un exemple de danse académique, celui de Giselle. Giselle, créée en 1841, avec une chorégraphie de Jean Coralie et de Jules Perrault, sur une musique de Adolphe Adam, est souvent considérée comme le point culminant du ballet romantique, ce fameux ballet blanc. La jeune et belle paysanne Giselle, aimée du garde-chasse Hilarion, se fait séduire par Albrecht, un noble déguisé en paysan qui venait s'encanailler à la fête villageoise. Lorsqu'Hilarion découvre la supercherie d'Albrecht, en amoureux jaloux, il annonce sa duplicité à Giselle. Non seulement il n'est pas celui qu'elle pense, mais de plus, il est promis à une jeune femme noble, Bathilde, la fille du duc de Courlande, qui lui montre sa bague de fiançailles comme preuve. Giselle devient folle et le cœur brisé, prend l'épée d'Albrecht et se suicide. Son action l'a fait rejoindre les Willis, ces esprits de jeunes femmes trahies en amour, qui la nuit se lèvent de leur tombe et se vengent en poursuivant et en dansant à mort leurs anciens amoureux. Dans le deuxième acte, Hilarion, puis Albrecht viennent successivement pleurer sur la tombe de Giselle. Myrtha, la reine des Willis, les réveille et elles vont poursuivre Hilarion, qui meurt après avoir dansé jusqu'à épuisement. Albrecht, lui, est protégé par l'amour de Giselle, qui se rebelle contre Myrtha et l'aide à lutter les Willis jusqu'à l'aube, moment où leur pouvoir se dissipe. Regardons quelques minutes de ce deuxième acte, où Myrtha réveille les Willis, dans une interprétation du ballet national hollandais. Vu le côté éphémère de la danse et de la transformation du corps des danseurs au cours des ans, cette version de Giselle est évidemment différente de celle de 1841, même si elle est considérée comme la même par les ballettomanes.
L'anthropologue Joan Keali'i-Nomoku, dans les années 60, disait que la danse académique était une danse ethnique, dans le sens où elle nous donne une vignette d'une société au même titre que le flamenco, la sardane ou la danse aborigène tiwi, dont nous parlerons plus tard. Pensez au plaisir visuel que nous prenons, corps allongé, symétrie, verticalité autour de l'axe de la colonne vertébrale. Toute une esthétique ancrée dans un classicisme venu de la Grèce antique et revue au XVIIIe siècle. Gisèle nous donne aussi des données sur certaines croyances païennes et néo-païennes, comme la nuit des Walpurgis, que l'Église interdisait et décrivait comme sabbat de sorcières. Elle nous donne aussi des indications sur les actions des nobles et de leur droit de cuissage quand Hilarion séduit la paysanne. Nous pouvons aussi rappeler que Gisèle fut créée à une époque où une nouvelle maladie, une nouvelle entité nosographique, comme disent les médecins, émerge. Cette nouvelle névrose va s'appeler l'hystérie. Elle ne va atteindre que les femmes, puisqu'elle est déclenchée par un utérus qui se déplace. La fameuse scène de folie du ballet a donc aussi un côté plus sinistre. En contraste, nous pouvons regarder une chorégraphie contemporaine du chorégraphe belge Sidi Larbi Cherkaoui, Foi, créée en 2003. La grande question de l'œuvre est « En quoi croyons-nous » Nous avons ici une esthétique très différente, beaucoup plus athlétique. Les danseurs ont souvent des formations éclectiques venant du cirque, venant de la breakdance et autres. Il se passe beaucoup de choses simultanément sur scène et on peut y voir plein d'histoires, qui peut aussi prêter à confusion pour le spectateur. Foi est un commentaire politique sur les intégrismes religieux actuels et sur la précarité de l'existence humaine. Chaque fois que les artistes se sentent en sécurité, une catastrophe leur tombe dessus. Un tremblement de terre dans l'extrait que nous allons voir. Aussi, dans une dimension critique de la société, nous pouvons voir l'œuvre de la danseuse et chorégraphe indienne Mallika Sarabhai, avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années. Un de ses derniers projets,
Les femmes aux ailes brisées, est une collaboration avec la pianiste suisse Elisabeth Sombar. Ce projet est de nature humaniste. Il s'engage à réveiller la conscience quant aux positions des femmes dans le monde et aux nombreux crimes commis contre elles. Accompagnée de Sombar au piano, Sarabhai présente 12 tableaux illustrant différentes scènes de la vie d'une femme. Elle utilise la technique de l'abhinaya, une technique indienne qui dépeint les différentes émotions humaines, mais qui est tout à fait comprise. Le projet comprend 2 volets. D'un côté, le spectacle dont nous avons vu quelques moments, mais aussi un mémorial céleste sur Internet où chacun peut honorer une femme en y mettant une étoile. Parce qu'elles ont pris au départ, leur projet, c'était les 50 millions de femmes qui ont disparu au monde. Toutes les femmes qui n'ont pas la possibilité de naître en Chine et en Inde et qui sont aussi, une fois nées, souvent qu'on tue en étant bébé. Et c'est un très beau projet où je vous encouragerais d'aller voir sur Internet, d'aller voir ce site et de mettre une étoile pour honorer une femme. J'espère que ces 4 exemples vous ont montré que les chorégraphies n'existent jamais vraiment dans un vacuum, mais qu'au contraire, elles sont empreintes de valeurs culturelles. Chaque société est pleine de « cela va de soi », qui inclut une manière naturelle de se mouvoir, qui ne sont en fait que des a priori. Dans l'approche moderne classique, la césure entre l'individu humain et le reste du corps est le premier pas de la raison. Le corps est naturellement orienté et nous permet de penser l'espace physique comme divisé en devant-derrière. Il y a ce que l'on perçoit par la vue, par les mains, et ce que l'on ne voit pas, divisé en droite, gauche, en haut, en bas, orienté par la pesanteur. Cette vision égocentrique a été articulée au XVIIIe siècle par le philosophe allemand Immanuel Kant, qui disait « Puisque nous ne pouvons connaître par les sens tout ce qui est hors de nous, qu'en tant que cela se trouve en rapport avec nous-mêmes, il n'est pas étonnant que nous tirions du rapport de ces plans en intersection à notre corps le premier fondement pour former le concept des régions dans l'espace. Si le texte n'est pas clair pour tous et que certains préfèrent des images, regardons une image des plans corporels dont parle Kant. Cette perspective, bien que naturelle pour beaucoup d'entre nous, n'est pas universelle. Les chercheurs ont repéré dans diverses populations du monde qu'il existe bien des systèmes privilégiant les références externes au sujet.
non seulement dans le lexique de la langue, mais aussi parfois dans sa syntaxe. Ce n'est pas le corps qui nous fait comprendre l'espace, mais la topographie, la géographie. Nous avons donc une perception de l'espace allocentrée, c'est-à-dire que ce sont des éléments perçus du monde extérieur à la personne qui fournissent les repères. Pensez par exemple aux points cardinaux nord, sud, est, ouest. Ce sont des notions allocentrées. Ou des expressions en français comme comme amont et aval. Des chercheurs ont fait une étude comparative d'écoliers en Namibie et en Allemagne. Les enfants étaient pris un à un dans une salle sans fenêtre et on leur demandait d'exécuter une petite danse en copiant le chercheur. Et je vais vous montrer un peu de l'exemple namibien. Mona, haka. Ok. Allez. Ok. Oui. Mona, haka. Ok. Nokoba. Oui. Mona, haka. Haka. Ok. Nokoba. Oui. Mona, haka. Ok. Thank you. Nokoba. Oui. Mona, haka. Thank you. Sasa, nare. Okay. Oui. Mona, haka. Nokoba. Oui. Mona, haka. Thank you. Merci. Okay. Nare. Oui. Oui. Mona, haka. Thank you. Merci. Nokoba. Nokoba, nare. Oui. Mona, haka. Kaya yoshi. Si on utilise une logique égocentrique, l'enfant est confus au moment où le maître le retourne. Mais en fait, il ne l'est pas. Lorsque le chercheur le tourne, il fait le même mouvement, mais par rapport à l'espace, plutôt que par rapport à son corps. Les chercheurs ont montré que la majorité des enfants namibiens exécutaient le mouvement de cette manière, alors que la majorité des enfants allemands les exécutaient en pensant droite et gauche par rapport à leur corps. Prenons maintenant un véritable exemple de danse, à Bali, où les repères de l'espace sont aussi allocentriques. Dans le système spatial balinais, on a aussi deux axes. Le premier, Kanging, Est, et Kau, l'Ouest, est un axe absolu, inchangeable. Le soleil va toujours se lever du même côté. Le deuxième, Kaja, en amont, Kelod, en aval, ou plutôt vers l'océan, en contraste, est relatif à la position de la personne dans l'île vis-à-vis du volcan Gunung Agung, où résident les dieux. Ces deux axes ne s'intersectent donc pas forcément à angle droit. Et c'est intéressant pour quelqu'un formé en danse académique comme moi, où on a toujours cette symétrie de la colonne vertébrale, mais où là, c'est une autre manière de voir l'espace. Et je vais vous montrer un exemple. Je vais lire les sous-titres parce qu'on n'entendra pas le cou, seulement les yeux. Fixe l'aval. Va-et-vient des yeux vers l'ouest. Continue. Prépare un axel. Garde bien cette distance. Refais un axel.
Marche vers l'aval, vers l'aval. Redresse-toi, redresse-toi. Oui, c'est bien. Maintenant, tu peux avancer en souplesse. Maintenant, ça va. Nous avons ici une esthétique très différente de l'esthétique classique qu'on voyait dans Gisèle, et une manière d'interpréter le corps entièrement différente. Pour finir, je voudrais présenter un aspect de mon travail auprès des aborigènes australiens Tiwi des îles Bathurst et Melville de l'Australie du Nord. J'ai mis ici 2 cartes et une image pour montrer l'île de Melville. Si vous avez, elle se trouve là. Mais ces 2 cartes, la première sur votre gauche, c'est l'Australie habituelle, mais la deuxième, c'est la carte linguistique aborigène. Et je montre cette carte pour que vous compreniez bien la différence. Il n'y a pas une seule société aborigène, mais il y a beaucoup de différentes cultures aborigènes. Et dans cette carte linguistique, nous ne parlons pas de dialecte, nous parlons véritablement de langues dont l'un ne se comprend pas l'un vis-à-vis de l'autre. L'image de droite, c'est une image d'un endroit sacré sur l'île de Bathurst où se trouve une ancêtre femme qui est apparue au début des temps et où on va trouver les esprits des enfants non nés, dont je parlerai un peu plus tard. Ici, bien sûr, je ne vais donner qu'une toute petite image, mais cette vignette est pertinente et montre que l'attitude homme-femme et le rôle de chacun est très varié dans le monde. Pour les Tiwi, par exemple, être mère ou père est indépendant du sexe ou du genre de la personne. Comme femme, je suis mère de mes enfants et des enfants de mes sœurs, mais je suis père des enfants de mes frères. À l'inverse, un homme va être père de ses enfants et des enfants de ses frères, mais il va être mère des enfants de ses sœurs. La relation de père ou de mère est avant tout une relation de qualité et de sensibilité l'un par rapport à l'autre, et hommes et femmes sont tous deux père et mère. La danse Tiwi nous permet de voir ces relations en pratique. Les hommes dansent qu'ils sont enceintes, qu'ils accouchent ou qu'ils allaitent, alors que les femmes trouvent les esprits des enfants avant leur naissance une activité entièrement masculine. Hommes et femmes créent des chants et des danses et ce répertoire se transmet de manière patrilinéaire, c'est-à-dire qu'un homme va les transmettre à ses enfants, garçons et filles, mais que seuls ses fils pourront la transmettre à la génération suivante, puisque nous avons affaire à une patrilignée. Comme les femmes sont pères des enfants de leurs frères, c'est à eux qu'elles vont transmettre leur création et pas à leurs propres enfants.
Dans le film, qui montre une partie d'un rite funéraire, les danseurs hommes que l'on a pu voir sont tous veuves de la personne décédée, pas veufs, veuves. Car être mari ou femme est aussi plus que la formation d'un couple homme-femme. Et c'est de nouveau une qualité de relation qu'on peut avoir. Et chaque individu est à la fois mari et femme, suivant les circonstances de la relation des gens qui sont toujours liés au lien de parenté. L'étude de la danse de manière anthropologique nous permet d'aborder toutes sortes de possibilités, même les plus inattendues. Et pour moi, cela amène une très grande richesse de pensée intellectuelle et de construction du monde. Avoir une meilleure compréhension des pratiques artistiques dans leur cadre socioculturel nous permet de nous engager avec la prise de conscience et la dimension critique que les artistes nous offrent et avec les dimensions différentes de voir le monde que nous offrent d'autres sociétés. Cela va nous permettre de faire face au XXIe siècle d'une manière plus ouverte et plus engagée. Merci.